Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se fait un focus bourse et un focus sur le PEA et le comparatif 2026 des PEA qui sont intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est un PEA? C'est un plan d'épargne action. Je pense que vous connaissez quasiment tous ceux qui écoutent ce podcast. Si vous n'avez pas encore de PEA ou même si vous avez déjà un PEA aujourd'hui, on va expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment vous pouvez investir et surtout quels sont les meilleurs PEA, ceux qui offrent les meilleures, les choses les plus intéressantes aujourd'hui. Alors un PEA, c'est quelque chose de purement français. Vous le savez déjà, en France, il y a beaucoup d'impositions et vu qu'il y a beaucoup d'impositions, l'État quand même nous pousse à investir et met des protections en place pour qu'on paye moins d'impôts et grosso modo, un PEA, c'est une enveloppe qui permet d'investir en bourse et la particularité de ce PEA, c'est que tant que vous ne sortez pas, d'argent de votre PEA, donc ça représente c'est comme un compte bancaire, vous allez avoir un compte bancaire supplémentaire qui en fait sera un PEA. Disons que vous avez 10 000 € dessus, vous achetez pour 10 000 € d'actions. Je vous le souhaite, vous faites un gain de 10 000 €, vous revendez pour, vos actions pour 20 000 €. Du coup, vous avez 20 000 € sur votre compte PEA. Et bien là, vous payez zéro impôt tant que vous ne sortez pas de votre PEA pendant la période déjà que vous avez votre PEA. Et puis après, si vous décidez de sortir l'argent de votre PEA, on reviendra sur la fiscalité là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir sur le PEA, c'est limité à une seule personne. Vous avez un plafond qui est limité à 150 000 €. Par contre, lorsque vous dépassez, par exemple, vous investissez 150 000 € avec votre PEA, si demain, ça prend de la valeur dans le temps et vous avez 500 000 € sur votre PEA, eh ben, vous pouvez très bien dépasser ça lorsque vos investissements prennent de la valeur. Sur le PEA, finalement, ça représente, vous allez le voir concrètement en 2 éléments différents. Un élément, vous allez avoir un compte en espèces, c'est-à-dire l'argent que vous avez mis dessus ou lorsque vous vendez des actions ou vous vendez d'autres produits, ça va rester en espèces et vous avez le portefeuille, d'actions ou les portefeuilles des produits que vous avez. Un PEA, c'est intéressant. L'objectif, c'est quand même d'investir, dans des actions, françaises et européennes, mais on va voir qu'on peut contourner tout ça. Parce qu'on peut effectivement aller chercher des produits qui nous intéressent. On se rappelle dans la stratégie, passive d'investissement en bourse, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est d'investir dans beaucoup d'entreprises pour être très diversifié d'un seul coup et on aime pour ça investir dans des ETF. Des ETF qui sont aussi appelés des trackers, qui vont répliquer des indices et nous, ce qu'on aime, faire, c'est investir dans l'ETF Monde, le S&P 500 ou encore le Nasdaq. L'ETF Monde, c'est 1 200 entreprises réparties dans le monde. Si par exemple vous achetez pour 100 € d'ETF Monde, en fait, vous allez mettre 100 € sur 1 200 entreprises, ça va être réparti, ça va répliquer la performance qui fait globalement, du plus de 10 ces dernières années. Sur, le Nasdaq ou sur le S&P 500, là, ce sera plus américain, mais ça revient au même. Vous allez investir dans plein d'entreprises et vous pouvez aussi choisir des ETF sectoriels, si ça vous intéresse, donc sur le nucléaire, sur, l'uranium, sur, l'énergie, sur le pétrole, sur l'or. Vous pouvez avoir des ETF qui répliquent des indices qui traduisent d'autres choses et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup de ces ETF, enfin un certain nombre qui sont présents dans le PEA. La problématique, du PEA, c'est qu'on ne peut pas investir, par exemple, directement, dans, des actions, pures américaines. Donc on ne peut pas acheter avec son PEA, par exemple, des actions Apple. Là, il faudra utiliser d'autres systèmes. Alors soit on va utiliser, des ETF qui, sont en grande partie influencés par les variations, d'Apple ou sinon on va simplement créer, d'autres enveloppes, fiscales que le PEA pour pouvoir acheter, du coup, des actions Apple et là, ce sera plutôt les contre titres. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait un PEA, 1re chose, c'est que pour créer un PEA, vous allez devoir, contacter du coup un courtier ou une banque et on va vous faire remplir un questionnaire et ça va créer un PEA ou, ça fait créer un PEA dans cette banque ou chez ce courtier. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez aussi transférer votre PEA. Alors attention, ça prend un peu de temps. Je pense à certains d'entre vous qui ont un PEA, dans des, banques qui sont un petit peu vieillissantes où les frais de transaction sont assez importants. Vous pouvez tout à fait demander un transfert de votre compte PEA et normalement, c'est gratuit dans beaucoup de banques et ça vous permet du coup de changer d'établissement ou changer de courtier pour aller dans des endroits qui sont, beaucoup plus, avec des frais de gestion, largement inférieurs.
Alors, le choix du PEA, ce qu'il faut retenir, de façon concrète, pourquoi on va choisir un PEA? Déjà, on veut avoir une interface qui est, simple d'utilisation. On va revenir, en fait, sur un PEA qui est quand même très bon, mais l'interface est un peu difficile, à utiliser. L'accès au marché, ne pas avoir de droits de garde, ni, de frais d'inactivité. Donc les droits de garde, c'est par exemple, vous avez 100 000 € sur votre PEA, on va vous prendre 1 parce que vous avez 100 000 € sur votre PEA. Bon, il y a encore des banques qui, font ça. Moi, je vous encourage à changer de banque, de ces banques-là, et des frais d'inactivité, c'est aussi si vous ne faites pas de transaction, de temps en temps, on vous charge en supplément parce que vous n'avez pas fait de transaction. Et surtout, on veut des frais de transaction achat-vente raisonnables, donc ne pas vous retrouver avec des sommes, très conséquentes. Du coup, quels sont les courtiers slash les banques, les mieux pour, 2026? Je vous en ai sélectionné 4 qui fonctionnent très bien. On a, et c'est une grosse remontada, on va avoir du Fortuneo. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là, ce qui est très bien, c'est, Fortuneo, non seulement la banque, est vraiment pas mal, donc c'est très bien d'avoir une moi j'ai une carte bancaire, par exemple Fortuneo qui est très bien. Vous avez aussi, c'est une banque qui évolue beaucoup, donc si on revient dans l'historique un petit peu des banques en ligne, il y a eu, Boursorama qui a fait énormément, d'avancées, je crois dans les années 2000-2010. Ils ont énormément avancé sur le secteur, et là Fortuneo est en train de rattraper beaucoup de choses. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des frais d'ordre de l'ordre de 0,35 lorsque vous faites une transaction. Grosso modo, à peu près sur, toutes les sommes, on est à ces montants-là. Donc ça reste, relativement acceptable là-dessus. Si vous allez chez, Fortuneo, l'intérêt de cette banque, c'est qu'elle est en évolution. Je vais vous dire et vous donner d'autres éléments, ce qu'on ne va pas forcément retrouver chez Saxo ou chez Bourse Direct. Ce qui est très intéressant au bout d'un moment, quand vous allez avoir pas mal de liquidités dans votre PEA ou investi en bourse, c'est de pouvoir faire des fameux crédits lombards. Alors à quoi ça sert? Disons que vous avez 100 000 € investis, alors ça dépend du montant, qui est nécessaire pour lancer un crédit lombard. Mais si vous avez, par exemple chez Boursorama, vous avez 100 000 € chez Boursorama, vous voulez récupérer 100 000 € et vous êtes, disons que vous avez dépassé vos capacités d'endettement, Boursorama va vous prêter, sur, ces 100 000 €, alors je crois 80 ou 100 000 €, de cash supplémentaire que vous allez pouvoir réutiliser, pour faire des investissements. Alors attention, il faut regarder les conditions. Alors ça dépend si vous voulez tout respecter ou pas, parce que généralement, dans la plupart des banques, ils n'aiment pas que vous fassiez un crédit lombard. Donc, vous allez mettre en fait une hypothèque sur vos 100 000 €, par exemple, d'actions ou d'ETF. Vous allez récupérer 100 000 € et ils n'aiment pas que vous réinvestissiez ces 100 000 € par exemple pour faire du levier dans l'immobilier. Vous le savez, et en tout cas, vous me connaissez. Moi, principalement, si je fais, du crédit lombard, c'est grandement pour remettre de l'effet de levier. Si je veux aller dans l'immobilier, je ne vais pas en faire sans effet de levier, ou ça dépend des endroits, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, du coup, de l'effet de levier sur, mes 100 000 € ou sur, 1 000 000 € en actions. Je vais récupérer 1 million d'euros et je vais utiliser ça pour mettre de l'apport, par exemple, dans les SCI à l'IS, pour, mettre ces, 20 d'apport pour aller chercher de la dette, supplémentaire. Donc il y a des banques qui vont fournir ça sur des PEA ou sur des comptes titres, et là, en l'occurrence, Boursorama vont proposer, et là, ça peut être intéressant pour vous. Après, ça dépend d'où vous en êtes et quelles sont vos avancées. Donc premier PEA dont on va parler, c'est, Fortuneo. Donc c'est, simple à utiliser, c'est franchement pas mal. D'ailleurs, je vous mettrai, mon code si vous voulez créer un compte, chez Fortuneo, dans le lien, juste en dessous. En deuxième, on peut reprendre Saxo, Saxo Bank, avec la formule Saxo Investisseur. Et là, on va avoir des frais d'ordre qui sont, inférieurs. Donc au début, on est dans des 2 € pour des frais d'ordre entre 500 et 1 000 €, et après on va tomber sur du 0,08. Donc Saxo est là depuis très longtemps, l'interface est pas mal. Moi, je l'avais testé quelque temps. Là, aujourd'hui, je ne l'ai plus, mais en tout cas, on est, vraiment, bien. Ce qu'il faut retenir aussi, sur, Fortuneo, pardon, si vous êtes un investisseur passif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, un ordre de 500 € gratuit par mois. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est-à-dire que ça correspond tout à fait, je pense peut-être à beaucoup d'entre vous qui commencent aujourd'hui la bourse ou qui ont la bourse en fond qui est en train de tourner sur, de l'ETF Monde, par exemple. Ça vous permet, d'avancer. Autre élément, on va avoir du Bourse Direct. Donc Bourse Direct, toujours des frais qui sont, vraiment intéressants. Donc, du 0,09. Bourse Direct est là depuis très longtemps. Alors, Bourse Direct, moi je l'ai utilisé, il y a quelques années. Aujourd'hui, l'interface pour moi est franchement, problématique, et là je passe sur d'autres systèmes et je vous en parlerai plus tard, mais c'est un peu plus complexe. En tout cas, Bourse Direct pour le PEA, je pense que quand on commence, en fait, l'interface et l'usage est un peu dur à l'entrée. Donc finalement, on va payer un peu plus cher chez, Fortuneo. D'ailleurs, on va payer moins cher chez Saxo. On va payer un peu plus cher, chez Boursorama, mais bon, les interfaces des autres et peut-être l'usage classique, peut-être intéressant chez les autres. Et enfin, vous allez avoir Boursorama.
Donc moi, c'est ce que j'ai eu pendant très longtemps en tant que PEA, c'était chez Boursorama. Alors, j'ai utilisé pour plusieurs raisons. Alors, les frais sont un peu plus conséquents, on est sur du 0,50 lorsqu'on fait des transactions. Et par contre, ce qui est intéressant chez Boursorama, c'est, ça vous permet, par exemple, d'avoir, des lignes de crédit si vous avez une carte de crédit. Alors, je parle en connaissance de cause, il y a un moment, je faisais beaucoup d'acquisitions, je faisais beaucoup de travaux et finalement, je dépensais assez souvent du 10, 20, 30 000 €, et de temps en temps par mois pour acheter des matériels chez Leroy Merlin et cetera et j'avais besoin et du cash que j'avais pas forcément et entre le temps où je faisais l'acquisition, où je faisais l'achat des matériaux et j'avais besoin de montrer les factures à la banque, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Par exemple, vous achetez 10 000 € de parquet, vous allez avoir une facture du Leroy Merlin parce que vous l'avez acheté. Vous allez voir votre banque pour dire: «Bah, voilà, j'ai acheté 10 000 € de parquet, pouvez-vous me rembourser?» En fait, pour gérer ces flux, je faisais en fait des j'utilisais ma carte de crédit. Donc c'est une carte de crédit où vous avez un emprunt qui est gratuit et ça vous fait une ligne de crédit et j'utilisais ça en fait en temporaire avec ma banque et vu que j'avais ça quasiment tous les mois pendant que je faisais beaucoup d'appartements et bien indirectement ça me permettait, cette carte Boursorama, d'avancer et cette ligne de crédit chez Boursorama, elle est généralement accessible par rapport aux encours que vous avez chez eux. Pardon, excuse-moi, pas par rapport aux encours, mais par rapport à ce que vous avez comme, investissement chez eux. Donc en fait, c'était un peu le préambule du, crédit lombard dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est clairement un système. Vous avez, alors moi à l'époque, je crois que j'avais 100 000 ou 30 100 000 € chez eux et en fait, ils me laissaient avoir un découvert, de 20 ou 30 000 € sur ma carte de crédit. C'est juste une carte Gold classique, sauf qu'on pouvait modifier dans Boursorama, varier en ligne et simplement augmenter, quel était le découvert qu'on pouvait avoir et moi, ce découvert-là me permettait finalement de gérer, les achats, en fait, des crédits très court terme pour pouvoir gérer les achats des meubles et le remboursement par la banque, vu que j'avais emprunté, alors les meubles ou plutôt les matériaux et les matériaux pour les travaux. Ça me permettait en fait de gérer ça, mais gérer mon flux de trésorerie. Donc pour ceux d'entre vous qui font beaucoup d'immobilier, et qui avancent dans ce sens-là, ben, Boursorama, c'est pas mal là-dessus. Par contre, c'est vrai que les frais sont supérieurs aux autres. Je pense sincèrement que Fortuneo, j'ai pas le roadmap, mais j'ai travaillé avec eux, pendant pas mal de temps quand j'étais chez Bankin& et Bridge, l'application de gestion de budget, je ne sais pas si vous connaissez? J'ai beaucoup bossé avec, Fortuneo du coup sur des partenariats qu'on peut avoir sur du microcrédit ou sur des, ouvertures de compte d'ailleurs. Et lorsque j'étais avec eux, on avait pas mal, j'avais vu leur roadmap à l'époque et ils avancent très fort. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, Fortuneo rattrape les fonctionnalités de Boursorama et Boursorama finalement, continue à aller vers une baisse de prix. Mais attention, ce qu'on remarque, c'est un petit peu comme, quand il y a l'ouverture finalement des réseaux téléphoniques en France, quand on a eu Free qui est arrivé et qui a totalement cassé les prix, tous ceux qui étaient encore chez France Télécom se rendaient compte qu'ils payaient 40 € par mois pour une ligne téléphonique, alors qu'en réalité, avec un abonnement à 10 € par mois, on avait la ligne téléphonique plus, on pouvait avoir un semblant d'internet à l'époque. Donc il faut juste faire attention à ces évolutions et comme quoi Boursorama va essayer de garder quand même sa machine à cash ou sa vache à lait qui sont des frais sur les transactions. Mais en tout cas, je pense que Fortuneo va rattraper en termes de fonctionnalité Boursorama. Fortuneo, moi je trouve ça très bien. Pendant un certain temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, arrêté, mon PEA et d'ailleurs je ne suis pas rentré sur, les intérêts de garder son PEA au fur et à mesure du temps. Mais j'avais arrêté mon PEA du coup chez Boursorama, pour différentes raisons. Mais en gros, j'avais réutilisé, mes liquidités. Alors à l'époque, c'était un petit peu plus dur, c'était un peu plus long, de faire des crédits lombards, sinon j'aurais fait un crédit lombard et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon PEA pour mettre tout ça, dans la crypto. Pourquoi? Parce que j'avais lancé un projet crypto et du coup, en tant que porteur du projet, je voulais en gros, j'ai mis 200 000 € dans le projet crypto et du coup, j'avais besoin de ces liquidités donc là, j'ai sorti mon PEA donc avec, une fiscalité qui évolue dans le temps. Donc ce qui est intéressant, et à garder en ordre d'idée, lorsque vous allez sortir, des plus-values de votre PEA, donc disons que vous avez mis, en tout pour 50 000 € dans votre PEA et que la ou 100 000 € dans votre PEA et la valeur de votre PEA final, c'est 200 000 €. Donc là, vous avez du coup 200 000 € moins 100 000 € de plus-value. Si vous sortez avant 5 ans, vous allez payer 30 sur la plus-value, donc 30 sur les 100 000 € de plus-value, donc ça va vous faire 30 000 € d'impôt. Si vous sortez après 5 ans, vous allez payer 17,2 sur vos plus-values, donc vous allez payer 17 200 € sur la plus-value de 100 000 €. Bon, ça c'est l'ordre d'idée, c'est pour ça qu'on trouve que le PEA est intéressant. Il y a aussi l'enjeu que dans le PEA, tant que vous ne sortez pas, les sommes, vous ne payez pas d'impôt. Ça peut ressembler indirectement aux cryptos,
tant que vous ne sortez pas, de l'USDT ou tant que vous ne sortez pas l'argent et que vous revenez pas, en euros, par exemple, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos cryptos. C'est la même chose avec le PEA, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser indirectement à acheter, par exemple, des actions Air France, à les revendre. Si vous faites de la plus-value et que ça reste dans votre PEA, vous n'allez pas payer d'impôt. Alors que si vous faites la même chose avec un compte titre, donc vous achetez, par exemple, pour 100 € d'actions Air France, vous les revendez pour 200 €, vous faites 100 € de plus-value, là, directement, dans votre compte titre, vous allez devoir payer 30 de plus-value. Donc ça, c'est assez intéressant, pour le PEA. On a la même chose dans l'assurance vie. Si vous faites des allers-retours, tant que ça reste dans l'assurance vie, vous n'allez pas payer, ces fameux 30 d'impôts, qui sont la flat tax. Mais, l'enjeu, c'est que les produits qui sont accessibles dans le PEA sont plus chers. Donc, par exemple, si ça vous intéresse, d'investir, nous, ce qu'on va faire principalement, c'est aller chercher, dans son PEA, on va aller chercher des ETF monde, on va aller chercher du Nasdaq et cetera. Là, on va se rendre compte que, quand vous prenez un de ces produits-là, ce que vous devez regarder, c'est déjà combien ça coûte de rentrer dans le produit. Donc là, il faut faire attention parce que dans certains endroits, principalement dans les assurances vie, le fait d'acheter un ETF, on va vous prendre 0,10 par exemple en frais et en plus de ça, donc il y a des frais d'entrée. Il faut vérifier si vous avez des frais de sortie, potentiellement de sortir de l'ETF. Dans pas mal d'assurances vie, on va vous prendre 0,10 aussi. Donc déjà, vous perdez 0,10 à l'entrée, vous perdez 0,10 à la sortie et en plus de ça, il y a le produit en tant que tel qui va vous coûter de l'argent. Si on achète, par exemple, ce qui coûte le moins cher, c'est avec un compte titre, on peut trouver des ETF monde dans l'ordre de 0,10 à 0,20 de frais annuels, c'est-à-dire, juste le frais. Donc si vous avez 100 000 €, on va vous prendre 0,10 des 100 000 € de frais. Et quand on va aller dans le PEA, attention, on va plutôt taper les 0,20, 0,30, voire 0,40, même plus pour certains ETF. Donc attention, d'avoir un ETF monde, par exemple, dans le PEA, vous coûtera plus cher que d'avoir un ETF monde dans un contre-titre. Donc on peut se dire que ça peut être intéressant parce qu'à la fin, on a cette économie, d'impôt lorsqu'on va faire la cession lorsqu'on va vendre. En réalité, oui, c'est le cas, ça reste globalement intéressant. Après, bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester en France? Est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Mais pour la majeure partie des gens, en fonction des investissements que vous allez réaliser, le PEA, c'est intéressant. Pour la majorité des gens, l'assurance vie, c'est quand même moins intéressant parce que c'est beaucoup plus fiscalisé. Enfin, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de frais que le PEA. Donc le PEA reste quand même intéressant pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est intéressant d'en créer un, c'est intéressant de se lancer. Encore une fois, là où c'est plus simple, là aujourd'hui, moi je serai vous, en tout cas quand vous commencez, Fortuneo, c'est vraiment pas mal. C'est d'ailleurs là où j'ai mon PEA. Donc là, en tout cas, je vous mettrai mon lien en commentaire si vous voulez créer votre PEA directement aujourd'hui. Et après, vous pouvez effectivement investir dans des ETF monde, ce qui fait que ce n'est pas que des actions françaises ou européennes. Et là, ça vous permet d'utiliser ce système-là pour sortir de ça. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo sur le PEA. Alors attention, vous ne pouvez pas accéder à tous les produits. Donc si vous voulez à un moment, vous avez des stratégies bien déterminées. Alors vous savez quel est mon point de vue dessus. Je pense que alors vous pouvez faire une stratégie pure bourse pour réussir à atteindre vos objectifs et je vous encourage à écouter, le podcast que j'ai fait sur la vente d'options, par exemple. Alors attention parce que là, on est vraiment vous allez vous professionnaliser, en fait, dans des produits, qui sont, indirectement des produits, dérivés, donc des options. L'enjeu, c'est qu'on a besoin quand même d'avoir un capital pour pouvoir avancer en bourse. Si vous n'avez pas de capital, suffisant, il va falloir passer sur d'autres types, d'investissements et on se rappelle ce qui rapporte le plus, si vous vous débrouillez bien, ça reste le business, ça peut être la reprise d'entreprise. Si vous n'êtes pas encore, en fait, on avance souvent par échelon. Du coup, ce qui est pas mal, c'est de commencer par l'immobilier pour comprendre, puis au fur et à mesure, vous allez monter en compétences, vous allez monter en prise de confiance en vous, vous allez monter en compétences de gestion d'argent et puis progressivement, vous allez voir, vous allez aller progressivement vers le business. En tout cas, aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore passé à l'action, moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment de créer, du coup, ce PEA. Pourquoi pas, chez Fortuneo. Vous regardez, évitez quand même vos banques classiques. Vous pouvez regarder des comparateurs en ligne, des différents PEA. En tout cas, Fortuneo, c'est très bien. Si vous êtes déjà chez Boursorama, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même mieux que la plupart des banques traditionnelles. Allez-y. N'hésitez pas à acheter, directement un ETF monde. Moi, je vous encourage à le faire. Si vous n'avez jamais investi, c'est un très bon apprentissage. Il faut le voir comme un apprentissage et de pouvoir commencer à comprendre comment ça marche, et comprendre comment bien avancer. Si vous voulez, directement, avoir une indication des ETF monde qui sont intéressants, par exemple, vous ouvrez votre PEA chez Fortuneo,
Une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir rechercher certains produits et là, les produits, ces fameux ETF Monde que vous pouvez reprendre, vous avez, l'iShare WPEA, donc là, c'est IE00, 2XZSHO1, donc vous pouvez acheter ça, l'acheter, voir ce que ça donne pour vous. Vous avez l'Amundi, DCCAM, DCAM, pardon. Vous avez l'Amundi CW8 qui est le plus classique, ceux qu'on achète, enfin tous ceux qui sont comme moi, qui ont aujourd'hui, presque 40 ans. Nous, on a beaucoup fait de CW8. Alors aujourd'hui, on passe un petit peu sur d'autres parce que CW8 est quand même un peu cher, mais c'est le plus classique, le CW8 sur l'ETF Monde. Sinon, vous avez l'Amundi EW, LD distribuant. Donc après, ça dépend ce que vous voulez effectivement comme, ETF Monde. Encore une fois, vous savez que alors vous ne le savez pas forcément, mais l'ETF Monde, vous avez quand même une chance, dans l'année, 95 de chance de l'année de perdre à un moment, 10 de ce que, vous allez, investir, entre 10 et 13. Moi, je trouve que c'est très bien. L'investissement, vous allez gagner à certains moments, perdre à d'autres. Il faut que vous puissiez apprendre à vivre ces pertes. Surtout, faites très attention. C'est pas dans une phase de perte et dès que vous commencez à perdre un peu d'argent qu'il faut vendre. Il faut savoir viser la longue durée. L'investissement en bourse, ça fonctionne très bien et jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné sur la longue durée. Donc, c'est pas parce que vous perdez, par exemple, 13 de cette année qu'il faut vendre parce que là, oui, vous actez vos pertes. Si vous restez, vous allez retrouver, cet argent-là. Les pires cas qu'on a eu, en bourse concernant, l'ETF Monde, les pires cas qu'on a eu, c'est quand même une perte, de l'ordre de 55 et on a mis, donc c'était dans les années 2000, donc entre le plus haut et le plus bas, il y avait, 55 de 55,7 de pertes et ça nous a mis 13 ans à revenir. Donc ceux qui sont rentrés pile avant le gros crack en 2020, donc en mai, en gros en février 2020, janvier-février 2020, ils ont connu les plus grosses pertes, de l'ETF Monde et ils ont mis quand même 13 ans pour revenir. Donc ça, il faut savoir que ça a déjà arrivé. Peut-être que ça va arriver dans le temps, mais dans la majorité des cas, ça se passe très bien et là, les dernières années, qu'on a connues, pendant, plus d'une, indirectement pendant plus de là, on a connu purement de la hausse pendant, on a eu 2008 aussi, en fait, depuis 2008, donc ça fait pas mal de temps, ça fait quasiment 15 ans, 2008, ça fait qu'on a eu, que de la hausse, grosso modo que de la hausse et on a fait du, 13 par an, à peu près 10 par an, avec, l'ETF Monde. Donc en tout cas, moi, je vous encourage à faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que là, il peut y avoir, une variation et que vous allez sûrement, à un moment donné cette année, parce qu'un mois, il y aura un peu moins de performance et cetera, avoir, une baisse de 13 mais qui va être souvent comblé dans l'année pour réussir à faire les 10 de l'année. Ce qui est intéressant, c'est d'investir un montant pour que vous puissiez vivre cette baisse de 13 et que ça vous impacte. Comment on fait ça? Disons que le montant, posez-vous la question de si vous perdez, de l'argent dans la rue, qu'est-ce qui est impactant pour vous? Moi, je me pose à chaque fois cette question-là. Donc si par exemple vous perdez, 20 €, si vous perdez, 50 ou si vous perdez, pourquoi pas 200 €, dans la rue, ce qui est intéressant, c'est que ces 20 représentent ces fameux 13 de pertes que vous pouvez, qui sont possibles, de perdre avec, l'ETF Monde et que vous allez sûrement perdre pendant un court laps de temps, cette année. Quand je dis que vous allez perdre, c'est-à-dire que vous mettez par exemple 1 000 €, vous allez monter, jusqu'à, 1 100 € ou 1 200 €, puis à un moment, pouf, vous allez chuter, de 13 et après vous allez remonter. Donc là, par exemple, si c'est, 20 € que vous avez peur de perdre dans la rue, vous mettez 153 €, dans un ETF Monde. Si c'est, 50 €, vous mettez, 383 € et si c'est 200 €, vous mettez 1 500 €. Ce qui est bien pour vous, c'est qu'à un moment donné, vous allez perdre une somme. Alors ça peut être vous allez perdre une somme que peut-être vous allez avoir gagnée, vous allez juste perdre des intérêts, mais en tout cas, quand vous allez le vivre, vous n'allez pas le voir comme ça. Vous allez perdre une somme, vous allez perdre 200 € et ça vous permettra, de relativiser et de comprendre que oui, dans les investissements, il faut savoir «perdre» entre guillemets, 1 jour, 2 jours, un mois, peut-être pendant un an, peut-être pendant 2 ans pour que ça revienne derrière. C'est l'importance de la bourse, c'est de pouvoir vivre ces moments-là et surtout de ne pas être accroché à des éléments qui sont vraiment journaliers, voire même, quand vous commencez, je sais bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont regarder assez souvent, combien fait la bourse, voire tous les jours, voire toutes les heures. Non, il faut se détacher de ça pour voir sur du long terme, mettre de l'argent, c'est pareil dans les cryptos, mettre de l'argent et voir ce que ça va donner, au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Rappelez-vous de votre stratégie d'investissement et de la durée. On se rappelle, j'ai fait un autre épisode là-dessus sur les choix des investissements. Avec un ETF Monde,
si on arrondit à 10 par an, si vous mettez 1 000 € par mois, vous allez avoir 200 000 € au bout de 10 ans. Voilà. Il faut penser les investissements en bourse comme du long terme. C'est pas là où on va aller chercher à faire des très, très grosses performances, comme du 100 par an, ou du 50 par an. Là, ce sera plutôt des stratégies qui seront plus actives, donc des stratégies d'immobilier, des stratégies de reprise d'entreprise ou de lancement de business. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette bourse, c'est très important de commencer maintenant et je vous encourage à le faire tout de suite parce que certains d'entre vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de capital parce que vous réemployez une très grande partie de votre argent, que ce soit en bourse ou que ce soit en immobilier. Je trouve ça, pardon, pas en bourse, que ce soit dans votre business, en fait, dans vous-même. Si vous avez créé votre propre boîte, vous vous rendez compte qu'en fait, le meilleur investissement que vous pouvez faire quand vous avez une boîte, bah, c'est dans cette boîte, ce qui est normal. Vous pouvez penser par exemple à MrBeast. MrBeast, il réemploie quasiment tout l'argent qu'il gagne pour faire des nouvelles émissions et pouvoir progresser, devenir de mieux en mieux, enfin meilleur. Et au bout d'un moment, il crée un empire qui est effectivement aujourd'hui il a pu créer d'autres éléments à côté qui font qu'il est valorisé, plus ne serait-ce qu'un de ses business, Feastables sur, le chocolat est valorisé plus d'1 milliard. Donc oui, ça vous permet de progresser comme ça et ça vous permet d'avancer. Ça peut être en autre chose, vous utilisez beaucoup de cash, dans l'immobilier. Effectivement, vous arrivez à faire des financements, à 110 ou pas de temps en temps, donc il faut remettre de l'argent, mettre de l'apport, peut-être dans les travaux, peut-être que vous avez des petits décalages, donc là, ça consomme beaucoup de cash. En tout cas, vous avez, cette période-là et ce type d'investissement qui va demander, de réemployer votre argent et je pense que c'est très bien de réemployer son argent là-dedans. Du coup, peut-être que vous avez moins d'argent à mettre en bourse et que vous dites: «OK, finalement la bourse, j'ai pas assez et puis, 200 000 €, bon, mettre 1 000 € par mois pour 200 000, c'est pas intéressant pour moi parce que je peux gagner, 10 000 € par mois supplémentaires, si je déploie, 2 000 €, ce mois-ci, avec une agence pour m'aider à développer tel truc et cetera». Je comprends tout à fait. Par contre, ce qui est intéressant de faire pour vous, c'est commencer quand même à investir. Pourquoi pas avec un PEA? L'objectif, c'est que vous avez besoin d'avoir du temps. On a besoin d'être confronté à l'évolution des marchés pendant pas mal de temps et il va vous falloir 6 mois, 1 an. Vous allez acquérir certaines autres façons de le faire avec l'immobilier, certaines autres façons de le faire avec le business. Mais par contre, il y a un moment, il y a besoin de développer cette expérience, d'investir tous les mois, de vivre des hausses et de vivre des bas. Donc même si ce n'est pas votre stratégie aujourd'hui, la bourse, ça deviendra potentiellement ça au bout d'un certain moment. Mettez-vous, au moment où vous allez vendre votre boîte, donc j'en ai, pas mal qui me contactent. Ils vendent leur boîte pour 3 millions d'euros, 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Là, vous avez du cash et vous allez vous dire: «OK, qu'est-ce que je fais de ce cash-là?» Là, si vous n'avez jamais fait de l'immobilier, vous ne savez pas ce que c'est, vous manquez d'expérience, vous risquez de vous faire avoir sur des deals. Si vous n'avez jamais fait de bourse, bah, vous risquez d'avoir peur de mettre de l'argent en bourse et cetera. Pour avoir moins peur et mieux maîtriser ça, il faut avoir de l'expérience. Vous risquez, en fait, quelqu'un qui a 2 millions d'euros sur son compte bancaire, qui commence aujourd'hui, il va faire quasiment les mêmes erreurs que vous quand vous commencez avec 10 000 € ou 1 000 € chaque mois en bourse. Donc c'est important de commencer aujourd'hui, c'est important de le faire pour que ça capitalise, pour que votre expérience elle capitalise dans le temps et aussi pour, qu'il y ait la capitalisation qui fonctionne. Les investissements, ça s'apprend, c'est un vécu. On peut pas réellement compresser des expériences. Alors on peut dans certains cas, mais en tout cas sur, ce type d'investissement passif, on a besoin de vivre, une crise, on a besoin de vivre de perdre de l'argent, on a besoin de vivre de gagner, de l'argent et d'en gagner beaucoup pour, au fur et à mesure, s'adapter et prendre les bonnes décisions. Tout ça pour vous dire que les PEA, on a fait une petite sélection des PEA de cette année. N'hésitez pas à vous lancer. Ceux qui veulent, par rapport à ce que je vous ai dit, il y a quand même des avantages à aller, chez, Fortuneo, il y a quand même des avantages à aller chez Boursorama, par rapport au crédit qui peut être réalisé sur votre compte bancaire et même, au crédit Lombard qui peut être réalisé. Surtout n'oubliez pas qu'au bout d'un moment, vous pouvez changer de banque pour PEA, donc n'hésitez pas à commencer avec une puis changer au bout d'un moment. Attention, le changement, de PEA, c'est quelque chose qui est un peu pénible. Du coup, moi, j'en avais suivi, et ça peut prendre du temps. Donc vous pouvez vous retrouver, en processus entre des banques et généralement, c'est pas un processus qui est, ça arrive pas tout le temps que les personnes changent de PEA entre banques, ce qui fait que ça peut prendre, enfin, c'est un processus qui est assez manuel. Donc on va vous demander de répondre, manuellement, d'envoyer un courrier, de le signer, en tout cas de le faire en ligne maintenant et après c'est processé par des personnes, donc c'est pas automatique. Donc c'est pas aussi simple d'acheter un ETF que de changer de banque pour un PEA ou de courtier pour un PEA. Je vous souhaite en tout cas de faire des bons invests. Si vous avez des idées, si vous voulez que je fasse des épisodes sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message, sur LinkedIn ou sur Instagram et moi je vous souhaite de bons investissements. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup.
Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.